Il a fallu 7 ans, aux architectes William Bruce et James Smith et, bien sûr, aux ouvriers, pour construire le palais Holyrood. 2671 à 1678. À l'origine, c'est un monastère, de l'ordre de Saint-Augustin, fondé par le roi d'Écosse, David Ier, en 1128. En scot, langue locale, il s'appelle Holyrood, signifiant « Sainte Croix ». Mary Stuart, aussi connue sous le nom de Marie Ier d'Écosse, y a séjourné de nombreuses fois, et y a épousé 2 de ses 3 maris. Dans la salle la plus vaste du palais de Holyrood, appelée Great Gallery, il y a les portraits de 96 monarques écossais, en commençant par Fergus Ier. Le légendaire fondateur d'Écosse en 330 avant Jésus-Christ, ainsi que d'autres illustres membres de la dynastie Stuart, comme Macbeth, protagoniste de l'œuvre homonyme de Shakespeare, ou encore Robert Bruce, héros de la guerre d'indépendance écossaise. Le toit de l'abbaye s'est effondré, au XVIIIe siècle, et est resté en l'état. La mort de son maître, il est allé tous les jours au cimetière et s'est assis sur... et les habitants d'Édimbourg étaient tellement contents qu'ils ont fait une statue et Disney, on a fait un film.
avec la flèche en forme d'une couronne, ce qui signifie qu'on était très très loyal à la monarchie. Et ici, en fait, cet après-midi, il y aura des acteurs, ils font toujours du théâtre dans la rue, de la musique, il y a toujours... Et je vois en effet un joueur de cornemuse là. À droite et vous allez voir une belle vieille rue qui monte là, c'est la rue de Victoria, avec beaucoup de petites boutiques indépendantes. Et ici c'est une place vraiment vivante. Dans le passé c'était la place des pendaisons et les Écossais adoraient ça. C'était vraiment un bon divertissement. Voyager en autocar en Écosse est gratuit. Et pour les jeunes qui vont à l'université, ça aussi, ils ne payent pas. Uniquement les Écossais. S'il y a des Anglais qui viennent étudier en Écosse, eux, ils doivent payer. Quand on a besoin de médicaments, bien sûr, on va chez les médecins, ils vous donnent une ordonnance, vous allez à la pharmacie, mais tout est gratuit, personne ne paye absolument rien. Ça n'a rien à voir avec combien vous gagnez, c'est gratuit pour tout le monde. Ils nous donnent des petites choses, mais en réalité, on paye beaucoup plus d'impôts en Écosse par rapport aux autres 3 pays du Royaume-Uni. Rappelez-moi de vous parler au sujet des cheminées. Les gens arrivaient en diligence et vous pouvez voir des diligences monter sur le trottoir et comme ça les dames pouvaient descendre sans salir les robes, les belles robes qu'elles portaient. Et parce que les rues étaient vraiment très très sales à cette époque-là, beaucoup de boue. Et regardez aussi les réverbères qui à l'époque auraient été des réverbères de gaz. Donc il y aurait eu un monsieur qui était venu les allumer. À l'époque où ils ont construit ces appartements, on chauffait avec le charbon. Donc il y avait des cheminées dans chaque pièce. Mais on n'a pas utilisé les cheminées depuis les années 60. De l'église écossaise. Okay, alors c'est une église protestante. Et on a vraiment de la chance d'avoir cette cathédrale toujours parce que au XVIe siècle, lorsque l'Écosse a changé de religion, les gens sont venus ici, ils ont cassé tous les vitres, ils ont volé tout ce qui valait quelque chose. Mais la municipalité a dit ah non, 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 on va arrêter tout ça, c'est un bâtiment très important. Dans l'église écossaise, les cathédrales n'existent pas, il n'y en a pas. Parce que pour avoir une église, il faut avoir des évêques. Il n'y a pas d'évêques dans l'église écossaise. Mais ils ont gardé le nom cathédrale pour des raisons historiques. Lorsque vous y entrez, vous voyez qu'il y a des vitraux vraiment superbes. Je pense que vous serez vraiment impressionnés. Regardez aussi l'orgue. Okay. Et vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a des églises en Écosse, des églises indépendantes écossaises aussi. Et là, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de musique. Okay. Il répète ce que le monsieur dit. C'est un peu comme être en Turquie. C'est vraiment complètement différent. Mais là, dans cette église, il chante.
Ce pont de 2700 mètres est supporté par 21 km de câbles en acier inoxydable, de 8 mm de diamètre, contenant 10% de nickel calédonien. 3 pylônes de 207 mètres, renforcés par des gaines précontraintes, contenant 5% de nickel. Des pavements gardent le pont praticable, même par vent fort. Ce pont rouge construit de 1882 à 1890 est un pont ferroviaire de 2467 mètres et il passe 110 mètres au-dessus de l'eau par marée basse. Il avait le plus long porte-à-faux au monde jusqu'en 1919. 50 513 tonnes d'acier et 6 500 000 rivets ont été nécessaires à sa construction. Ses fondations ont nécessité 18 122 mètres cubes de granit. Presque tous les bâtiments actuels furent construits entre 1490 et 1600, sous le règne des Stuarts. Sur le Royaume-Uni dans les années 1640 jusqu'à 1650. Et puis ensuite, après Cromwell, donc, il y a eu des armées qui ont été positionnées ici jusqu'à la fin du XXe siècle pratiquement, jusqu'aux les années 60. Il y a une partie du musée aussi qui est réservée là-bas pour les régiments en fait, des Highlands. Ce sont des régiments donc de soldats écossais. Vous avez, en ressortant de la cour juste avant, il y a des bâtiments aussi derrière le grand hall où on a les anciennes cuisines. Là c'est très bien fait aussi, les anciennes cuisines. Vous avez également, c'est sur le plan hein, tout ça, une partie en fait des bâtiments qu'on a en dehors du château là, qui sont réservés à la présence de l'armée. En fait, il y avait un lion à l'époque, les rois d'Angleterre et d'Écosse, ou les rois en général, aimaient bien s'entourer d'un lion. Le lion étant l'emblème de la famille, de la royauté en Écosse et également en Angleterre. Hein. On a le drapeau de la croix de Saint-André, hein, blanche sur fond bleu. La croix de Saint-André qui est le drapeau de l'Écosse et de la famille royale.
Les fameuses Stirling Head, ou les têtes de Stirling. Des années plus tard, il servit de garnison, durant la guerre contre la France. Depuis ses hautes murailles, il offre une vue imprenable sur la campagne, et sur les anciens champs de bataille. Récupérer de l'eau est vital. Les lieux d'enfermement ne sont pas sympas. En temps de paix, la royauté s'est établie à Stirling, pour son confort et ses terrains de chasse bien pourvus, formant le centre du gouvernement. En tant que menuisier charpentier, je suis épaté par la charpenterie. Nous distillons à partir de zéro, en utilisant une grande gamme de cultures locales, y compris les pommes de terre, le seigle, les pois, et bien d'autres dans la ferme. Nous sommes la première distillerie, alimentée à l'hydrogène au monde, en installant une éolienne de 1 MW, un électrolyseur, et un système de chaudière à hydrogène. L'orge est ainsi humidifiée pendant quelques jours, afin de germer, pour libérer des enzymes,
qui vont transformer l'amidon contenu dans le grain en sucre, puis sécher dans des grands fours. C'est à ce moment-là que la distillerie ajoute la tourbe, afin d'apporter ce goût typiquement fumé de certains whiskies. Après mouture, on le mélange à de l'eau et est chauffé à 60 degrés pour que l'amidon des grains maltés et moulus se transforme en sucre. Une fois refroidi, on ajoute de la levure qui transforme le sucre en alcool. Après la fermentation, le whisky est distillé et vieilli dans des fûts de bois pendant au moins 3 ans pour obtenir le produit fini. La famille a tellement prospéré qu'en 1956, Alexander et Janet Burnett ont commencé à construire ce château, en granit recouvert de crépi pour le protéger des intempéries. 40 ans plus tard, leur petit-fils termine la construction et y emménage. La famille Burnett a vécu 350 ans, dans le château qu'elle a baptisé Cartez Castle. Les escaliers principaux, à tourniquet, même à la grande salle, où se négociaient les affaires du jour. Partisan de Robert Ier, Alexander reçut un insigne honorifique, accroché dans le grand hall. Une corne d'ivoire sculptée, et sertie de pierres semi-précieuses. Les jardins ont été dessinés en petites sections, entourés de murs ou de édifs, par Sir James et Lady Burnett. Les îles datent de 1702 et sont à ce jour taillées par le jardinier et ses 4 assistants. Ce travail prend 6 semaines et demande l'aide d'une nacelle. Il y avait un petit entonnoir pour les éteindre. Ouais. Ah, il y avait le côté pour l'allumer, le côté pour l'éteindre. Exact. Ah ouais. Eh oui. Les peintures des plafonds datent du XVIe et XVIIe siècle. Elles n'ont jamais été restaurées. Le thème est la mise à l'honneur de la chevalerie représentée par les 9 braves.
Les panneaux en chêne du plafond sont uniques en Écosse. Ils portent les armes de ceux qui sont entrés dans la famille Burnett. Les armes royales écossaises indiquent que le seigneur avait le droit de dispenser la justice. Dans un coin se trouve une petite cellule où l'on enfermait les mécréants qui devaient être jugés. C'est quoi ça? Ah, c'est pour mettre la poudre des fusils. La salle des pierres est privée et réservée au seigneur et sa famille. Sur les murs, une collection d'armes. Le général Sir James Burnett est le 13e et dernier baron à habiter à Carthay. Ses deux fils sont morts tragiquement. Le titre étant transmis par la branche mâle, c'est le fils de sa fille qui hérita du domaine de Carthay. La chambre victorienne servait autrefois de bureau au seigneur. Le meuble le plus intéressant est un lit magnifique, en bois sculpté pour Alexander Burnett et sa femme Catherine Gordon, en 1594. Le cabinet de toilette nous rappelle les problèmes sanitaires avant l'arrivée des égouts. La douche, c'est la douche. En 1951, Sir James Burnett a transféré à perpétuité le château et une partie de son domaine, quelques 240 hectares, au National Trust pour l'Écosse.
Surnommée ville de granit, Aberdeen est aussi un port de pêche et la capitale européenne du pétrole. Généralement, ils étaient, ou alors avec des bombes en cuir, mais très souvent pieds nus. Ah ouais. Et solide. Par contre, il y a une sale gueule, le mec. Il fait peur, les gars. Bah là, il est là pour ça aussi. On entend. So, if you'll excuse me, I must concentrate on what I'm doing. Et tu vas en face du trou, tu l'enfonces dans le trou. Ah oui. Voilà, pouf, et tu relâches. Ça veut dire, voilà, j'ai voilà, tu as pointé, et ça a marqué l'heure, et ça, sur le derrière, là, sur le petit rouleau qui est là derrière, ça marquait l'heure à laquelle tu as... Le 87 a pointé à 9h10. Voilà. Fin d'un fantasme. Sous leur kilt, les Écossais mettent bien un caleçon. C'était un couple qui se promenait en voiture sur les bords du lac, qu'il avait vu cette bête.
Un regard monstrueux. Ouais, c'est... Mais non, plutôt sympa. Attendez. Situé sur une île, au point de rencontre de 3 lochs marins. Un loch est une étendue d'eau, pouvant désigner tout autant un lac d'eau douce, ou un bras de mer semblable à un fjord, un estuaire ou encore une baie. Le port continue à être utilisé par des bateaux de pêche et des bateaux de plaisance. Si vous êtes comme Sim. J'aime pas les rhododendrons. Si j'aime pas les rhododendrons. Faut pas aller en Écosse. Tout joli qu'il soit, le rhododendron est une plante envahissante. Il y en a, partout. Au début des années 1950. Mémorial pour le commando écossais de la Seconde Guerre mondiale. Si c'est rouge, attendez ici. Ils font bien de le dire.
Petit couple de faucons pèlerins qui niche et qui revient du coup tous les ans. Et on a une petite caméra pour les observer toute l'année. Super. Comment ça va? Qui appartient en fait aux habitants de Glasgow. C'est un parc vraiment qui est au peuple. Et c'est justement pour ça qu'au milieu vous avez ce musée. Si vous regardez vers la droite, vous avez un grand bâtiment qui se détache avec toujours ce rouge de la pierre locale, mais également cette grande serre. Ça s'appelle le People Palace, le musée des gens, le musée du peuple. Kelvin Grove Museum. Le Kelvin Grove Museum date de 1901. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1901 pour abriter les collections d'art de la ville. So, let's say,